période que les contribuables français connaissent bien. En août, les services des impôts repassent votre déclaration. Avec un peu de chance, il ne se passe rien. Avec beaucoup de chance, vous recevez un trop-perçu. L'inverse est vrai aussi, malheureusement, et il faut passer à la caisse. Puis ce sont les taxes. Taxe d'habitation terminée, mais la taxe foncière a flambé. Tout le monde en est d'accord. La fiscalité en France, que de mystère, que d'injustice aussi lorsqu'on apprend dans le magazine Challenge du mois de juillet, qui aussi recense les 500 personnes les plus fortunées de France, que les milliardaires, en fin de compte, ne payent pas tant d'impôts que cela. En gros, ceux qui trinquent, ce sont les classes moyennes aisées. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir. Directrice de la Fondation IFRAP, auteur de nombreux livres. Le dernier est de cette année, ça s'appelle « Où va notre argent ?» C'est aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Michel Rumi. Bonsoir. Économiste, professeur d'économie à Sciences Po et à l'ESCP, directeur du think tank SPAC. Mais d'abord, Capucine Patouillet, bonsoir. Bonsoir Pierre. Capucine, qu'entend-on par classe moyenne aujourd'hui? Qui sont-ils? Alors elle est difficile à cerner sociologiquement parlant, mais la classe moyenne regrouperait tout de même plus de la moitié de la population française aujourd'hui et se situerait entre les 30% les plus pauvres et les 20% les plus riches selon l'Observatoire des inégalités, soit après impôt entre 1 500 et 2 700 euros de salaire pour une personne seule, entre 3 700 euros minimum et 6 700 euros pour une famille avec 2 enfants âgés de 14 ans. Ce sont les chiffres que donnait en juin dernier à Europe 1 Anne Brunner, la directrice des études de l'Observatoire des inégalités. Et ce serait donc la catégorie de Français qui paye le plus d'impôts. Oui, plus précisément, ce sont les classes moyennes supérieures, vous le disiez, qui sont les principales cibles. Selon un sondage Harris Interactive qui avait été publié en août 2022, 77% des personnes gagnant au moins 4 000 euros par mois et par foyer exprimaient des craintes pour leur pouvoir d'achat. Il s'agit de personnes certes aisées sur le plan du salaire, mais soumis à des emprunts qu'ils doivent rembourser, type achat de biens immobiliers, automobiles ou encore de l'éducation des enfants, et donc fortement exposés au risque de la conjoncture économique. S'ensuit dans ce cas une baisse de la consommation de ces ménages, qu'il s'agisse de budget du quotidien ou encore des vacances par exemple. Une classe que l'État tente d'ailleurs de rassurer. Le président avait promis en mai dernier des baisses d'impôts avant 2027. D'après Bruno Le Maire, ce mardi, cela pourrait se traduire par une baisse de 2 milliards d'impôts, si possible, dès 2025. Merci pour ces chiffres très intéressants sur lesquels on va s'arrêter. Capucine Patouillet, Michel Rumi, Agnès Verdier-Molinier. C'est quand même paradoxal, non? Quand on est petit, on nous dit si tu travailles bien, tu pourras t'acheter une maison. Si tu travailles bien, tu pourras t'acheter une voiture. On nous dit jamais si tu travailles bien, tu pourras t'acheter une maison, tu pourras t'acheter une voiture, tu pourras partir en vacances, mais tu paieras beaucoup plus d'impôts que les autres. Agnès Verdier-Molinier. La réalité, c'est qu'on a une concentration de l'impôt de plus en plus importante sur les 10% qui gagnent le plus. Et comme l'a souligné Capucine, en réalité, on est assez vite dans les 10%, puisque par individu, on rentre dans les 10% à 3 700 euros par mois. Donc, le problème, c'est que plus ça va, plus l'impôt sur le revenu, par exemple, est concentré sur ces 10% qui gagnent le plus. 75% aujourd'hui, 75%, c'est absolument gigantesque, de la note de l'impôt sur le revenu est payée par ces 10%. Et alors, quand on prend l'ensemble des impôts directs, parce qu'on peut regarder aussi avec la taxe foncière, avec l'impôt sur la fortune immobilière, avec l'impôt sur les successions, etc. Et la CSG. Si on additionne tous ces impôts, nous on l'a fait à la Fondation IFRAP, les 10%, ils payent environ 50% de l'ensemble des recettes. Donc en fait, ce sont vraiment eux qui portent la recette des ménages pour financer le modèle français. Sans eux, il n'y a pas de financement finalement de l'ensemble de nos services publics parce qu'on perd la moitié de la recette. Mais ce qu'on disait, c'est que ce sont les classes moyennes plus, les gens aisés, mais ce ne sont pas non plus les milliardaires. Parce que quand on regarde, en fait, et je parle sous votre contrôle, Michel Rumi et Agnès Verdier-Molinier, en fait, arrive un moment où quand vous gagnez très très bien votre vie à tel point que vous êtes recensé par le magazine Challenge, pour faire partie des 500 fortunés de France. En fait, il y a une chose qui se passe, c'est que vous ne gagnez plus votre argent de votre entreprise et donc du coup vous échappez à l'impôt sur le revenu. En fait, vous payez par votre holding et là la fiscalité est très très différente. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il faut bien voir. C'est que d'abord la fiscalité porte sur le revenu et sur le patrimoine. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les personnes les plus fortunées ont des activités indépendantes, et notamment en termes de patrimoine, la partie immobilier représente
à peu près 20% et on va dire 80% de valeur mobilière. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en face, alors que les classes moyennes, on a une proportion à peu près relativement inverse. Donc, si on rentre dans une logique économique, lorsque vous devez récolter de l'argent, vous devez récolter de l'argent sur des personnes dont on est à peu près certain qu'ils ne vont pas partir. Et c'est les classes moyennes qui sont figées parce qu'ils ont un prêt immobilier, alors que les personnes les plus fortunées ont une maison, mais ils ont des valeurs mobilières, et si leur cœur leur dit, ils peuvent partir. Donc c'est vrai qu'il faut capter cette population qui est, entre guillemets, obligée de rester en France, et qui a un bien immobilier, et qui travaille. Et c'est ça qui est important. Un petit bémol, peuvent partir, ça a été le cas il y a 30 ans, enfin aujourd'hui ça a été quand même vachement resserré, hein. On ne peut plus vraiment partir, la Suisse c'est fini, Monaco c'est fini, le Liechtenstein c'est fini, il y a plein entre guillemets de paradis fiscaux où je veux dire les voitures monégasques qui matriculaient à Monaco à Paris, elles sont quand même de plus en plus rares. J'ai pas dit d'aller dans les paradis fiscaux, mais de dire dans des cieux où la fiscalité est plus allégée. Bon, ça veut dire la même chose. Merci Michel Rumi. Agnès Verdier-Molinier, là-dessus justement, il y a un précaré, mais en fait c'est puisqu'on a eu un formidable match de rugby hier, utilisant cette image, il y a l'essai et puis il y a l'essai transformé. C'est-à-dire que si vous transformez votre essai et que vous arrivez effectivement dans les sphères les plus hautes, vous avez une holding, vous êtes tranquille et vous échappez à l'IR. Alors moi je suis un peu gênée par les chiffres que vous avez cités là sur notamment l'étude de l'Institut des politiques publiques qui a brandi partout ce fameux chiffre de 2% où en gros les 400, 600 plus riches de France auraient une fiscalité qui serait très très faible, qui serait simplement 2% de leurs revenus, et tout ça c'est un calcul qui en réalité est pas un bon calcul. Je ne me base pas sur les 2%, je me base sur le fait que les ultra riches payent à peu près, et c'est Bercy qui le dit, 26% d'impôts. Mais 26% d'impôts, 26% d'impôts par rapport à d'autres qui payent 50% d'impôts, c'est quand même très différent. Les 26% d'impôts, ils sont calculés en comptant des revenus non distribués. C'est-à-dire qu'ils sont conservés dans les entreprises, qui sont souvent des dividendes, mais qui ne sont pas touchés par la personne. C'est comme si vous disiez à une personne, tu pourrais avoir un revenu, mais tu ne l'as pas, mais quand même c'est scandaleux que tu ne sois pas imposé sur ce revenu. Ils n'ont pas touché ce revenu. Et dans la plupart des cas... Mais où est-ce qu'il est ce revenu ? Ce revenu, il reste dans leur entreprise, ils le réinvestissent dans l'entreprise. Donc, vous pouvez pas... C'est ce qu'on appelle le cash flow. Vous ne pouvez pas critiquer un entrepreneur, parce que là, on parle de qui ? On parle des grands entrepreneurs de France. Ce sont eux aussi qui créent la valeur ajoutée dans notre pays. Moi, je les critique pas. Je dis qu'on devrait être tous comme eux parce que justement, on a la fiscalité sur les holdings et la fiscalité sur l'impôt sur le revenu, c'est pas la même chose. Oui, mais la fiscalité des dividendes, elle est encore supérieure en France par rapport à la moyenne des pays européens. Ah oui, ça c'est autre chose. Nous, aujourd'hui, on est toujours à 30% de prélèvement forfaitaire unique, alors que la moyenne des pays autour de nous, c'est entre 20 et 27%. Donc il faut arrêter de dire que quand on a des entrepreneurs qui justement créent de la richesse, qui créent des emplois, qui produisent en France, parce qu'on ne peut pas avoir le double discours. On ne peut pas à la fois taper sur ceux qui créent la richesse, sur ceux qui créent les emplois, sur ceux qui réindustrialisent nos territoires et dire c'est scandaleux, ils devraient payer plus d'impôts. Non mais si, c'est ça. En sous-jacent, c'est ça. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'était finalement, il y a l'inverse, c'est-à-dire d'un côté 80% de patrimoine mobilier. Qu'est-ce que c'est le patrimoine mobilier ? Ce sont des actions dans des entreprises, et des entreprises qui sont développées en France. Alors, moi, je veux bien, mais l'idée d'aller faire à la loupe pour regarder si le plus riche du plus riche, il aurait pas payé un petit peu moins d'impôts que celui d'avant, qui en réalité, lui, a beaucoup de patrimoine immobilier et qui va pas risquer sa fortune dans des entreprises. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que certaines fois, vous gagnez quand vous investissez dans des entreprises, que vous rachetez des entreprises, que vous consolidez un patrimoine entrepreneurial, mais vous pouvez aussi perdre. Donc, tandis que quand vous investissez dans l'immobilier, vous êtes dans un placement beaucoup plus pépère. J'entends ce que vous dites, mais ce que je disais, c'est qu'il y a quand même une fiscalité qui est différente pour ceux qui gagnent pas mal leur vie, et puis une fiscalité qui est différente, mais sans vouloir critiquer quoi que ce soit, qui est différente pour ceux il y a une protection pour ceux qui, effectivement, vous dites les grands entrepreneurs. Mais c'est pas une protection, c'est juste normal de taxer le capital et les revenus du capital moins que
les autres revenus. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui se passe partout dans le monde pour inciter à être dans une dynamique entrepreneuriale et de croissance. Et si on croit que la croissance, elle est créée par la décision de l'État, eh bien non, la croissance, elle se crée dans les entreprises de France, avec des gens qui risquent de l'argent, avec des gens qui réinvestissent et qui se versent pas leurs dividendes parce qu'ils ont envie de développer, mais qu'ils ont envie de développer. Des risques. Voilà. Vous êtes entrepreneur, vous prenez des risques, vous n'êtes pas salarié d'une entreprise qui, elle, prend les risques. Et on ne va pas leur reprocher, de ne pas payer d'impôts sur des revenus qu'ils n'ont pas touchés et qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés. Moi, je trouve que ce débat est hallucinant. Ça revient, c'est tout simplement, on va être dans le même sens, mais c'est l'idéologie, elle est libérale, c'est-à-dire la libre entreprise. Si on avait voulu que l'État prenne l'initiative, on aurait eu une autre version de la fiscalité. Aujourd'hui, on dit, on fait la libre entreprise, donc il y a ceux qui souhaitent prendre des risques, créer des entreprises, faire des affaires au sens large, avec des risques, je dis bien, et les salariés qui souhaitent peut-être, mais qui n'ont pas les moyens, et c'est là aussi, ça pose aussi un autre problème, qui, eux, tombent sur la fiscalité, on va dire, de l'impôt sur le revenu, et d'autres sur la fiscalité des entreprises au sens large. Donc, c'est cette disposition. Maintenant, est-ce qu'on veut faire rejoindre les deux ? Il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise aussi paye l'impôt sur le revenu. Aussi. Donc, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas dire que les chefs d'entreprise sont plus privilégiés que, on va dire, le salarié. Sur l'idée, c'est que malgré tout, il y a une richesse de créer. Et qu'il convient aussi de ne pas trop la taxer parce que ce qui va se poser, c'est que aujourd'hui, les entreprises ont besoin de stabilité fiscale et notamment de dire moins je paye d'impôts, mieux ça investit, il y a une certaine attractivité pour rentrer en France. Exemple concret, à revenus plus ou moins égaux sur la fin de l'année, est-ce qu'il est plus intéressant aujourd'hui d'être un salarié très très bien payé dans une entreprise ou un entrepreneur avec sa boîte qui touche effectivement à peu près la même chose sur la fiscalité à la fin de l'année? Lequel est gagnant? Mais en réalité, celui qui va se payer en dividende, il va avoir un taux potentiellement d'impôt qui va être un peu plus faible. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le salaire, il est aussi imposé à des cotisations sociales. Oui. Et des cotisations sociales, quand vous êtes dans les hauts salaires, qui sont délirantes. C'est-à-dire que... Et on devrait avoir un effort là-dessus. Mais en ce moment, on n'arrête pas de parler du pouvoir d'achat, de l'inflation, etc., du fait qu'on a tous des soucis finalement avec la hausse des prix qui finalement impacte notre capacité d'achat. Mais en face de ça, est-ce qu'on parle de l'État qui, en France, prélève le plus sur les salaires? C'est-à-dire, quand le patron paye 100 en France, le salarié français, il a environ 46 € en moyenne dans la poche. Mais quand vous êtes dans les hauts salaires, c'est beaucoup plus. Et on a regardé par rapport aux Allemands. Les Allemands, on a toujours dit, oui, ils ont une industrie qui est beaucoup plus dynamique que la nôtre. Ils sont à 20% d'industrie dans la richesse nationale. Nous, on est autour de 10%. Comment ils ont fait ? Mais ils ne surtaxent pas les hauts salaires. Mais cette surtaxe, elle n'est pas sur l'impôt sur le revenu. Elle est sur les cotisations employeurs. Et nous, on a 24 milliards de cotisations employeurs en plus, au-delà de 3,5 SMIC. Pourquoi est-ce qu'on surtaxe les hauts salaires? Et pourquoi est-ce qu'à la fin, on dit, oui, mais les hauts salaires, finalement, c'est pas si bien payé en France que dans les autres pays, quand vous avez une très forte qualification, quand vous êtes un ingénieur, quand vous êtes un médecin. Il y a beaucoup de médecins qui ont quitté la France. Pourquoi ils ont quitté la France? Mais aussi pour des raisons fiscales. Donc à un moment, les gens qui sont surdiplômés, qui sont ceux qui aussi entraînent une dynamique dans la société, qui sont ceux qui vont avoir des idées de start-up, qui sont ceux qui vont développer des nouveaux projets entrepreneuriaux, etc., qui peut-être peuvent construire des licornes, etc., ceux-là, finalement, on les surtaxe. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet sur la question de comment on fait pour non pas rentrer dans une trappe à smicardisation, parce que tous les allègements, ils se font sur les bas salaires. Comment on fait pour finalement inciter à embaucher avec des hauts salaires en France, avec de la création de forte valeur ajoutée? Alors, je compléterai un peu ce qui vient d'être dit par le fait, c'est pas tant ce rapport, la taxation des salaires, c'est en fait le revenu, le rapport au travail. De manière générale, dans d'autres pays, lorsque, on va dire, vous avez quelqu'un qui gagne bien sa vie, certains travailleurs disent « je suis content de l'avoir avec moi dans mon entreprise puisqu'il va me donner du travail ». En France,
on va trouver, entre guillemets, je dis bien anormal, que quelqu'un gagne trop sa vie et du coup, on va le taxer pour qu'il y ait une redistribution beaucoup plus large. Donc, c'est là où il convient, au-delà de la fiscalité, de dire pourquoi on fait ces actes fiscaux. Parce que c'est ce qui est très important de voir, c'est que aujourd'hui, le fait de créer une entreprise et d'assumer les risques sont parfois mal compris. On dit tout de suite tu vas être riche et du coup on n'est pas très, on est plutôt avers au risque d'une certaine manière. Alors que d'autres, on se dit, quand je vois par exemple Apple et les grandes technologies qui ont une trentaine d'années. Est-ce qu'on aurait suivi, ne serait-ce qu'au niveau des banquiers, on va dire, le plan de financement? Non, donc c'est ça qui est très important, c'est aujourd'hui, en fait, c'est le rapport au travail, mais à travers le salaire, et non pas de la fiscalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à accepter quelqu'un qui gagne plus, parce que moi j'ai l'habitude. Moi je suis content si je joue avec Kylian Mbappé dans mon équipe de foot, je suis content parce que j'ai de fortes chances de gagner quelque chose. Mais ça existe encore dans les entreprises, les débauchages. On va débaucher quelqu'un, on va le payer je suis d'accord. Une tonne, comme on dit aujourd'hui dans le langage, mais on sait très bien que ça bénéficie à la croissance de l'entreprise et à la collectivité de l'entreprise. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui font partir les très hauts salaires dans d'autres pays autour de la France, en réalité qui conservent à peu près les mêmes missions dans l'entreprise et qui sont payés dans d'autres pays frontaliers. Il ne faut pas se voiler la face. Vous parliez des médecins, il y a aussi des médecins qui restent à l'AP-HP parce qu'ils ont des statuts très honorifiques ici en France et puis qui vont faire des opérations dans d'autres pays, notamment les pays du Golfe, où là effectivement ils s'arrondissent, j'allais dire, les fins d'année. Et je trouve que c'est extrêmement dommageable de laisser croire en France, à nos concitoyens, que les plus riches paieraient moins d'impôts. Ce n'est pas vrai. Il y a une surtaxe aujourd'hui à l'impôt sur le revenu qui est de 3% au-delà de 250 000 euros, de 4% au-delà de 500 000 euros. Cette surtaxe, elle était exceptionnelle. Elle a été créée en 2012. Elle est toujours là. Elle rapporte aujourd'hui 1 milliard d'euros par an. Et ce sont bien les plus riches qui la payent. Ce sont les plus riches qui payent les taxes foncières. Ce sont les plus riches qui payent les augmentations, les augmentations de CSG. Non, mais donc, en fait, on a aussi dans les bas de niveau de revenus des niveaux d'impôt sur le revenu qui sont négatifs jusqu'au 5e décile. C'est-à-dire. Ça veut dire quoi ça? Oula, c'est technique. Les déciles, c'est 10% à chaque fois des niveaux de revenus. Donc en gros, il y a presque plus de 40% de ceux qui sont imposés entre guillemets à l'IR qui en fait ont un IR négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur donne. Ça veut dire qu'on leur donne de l'argent. Et nous, on a regardé à la Fondation IFRAP la répartition en fait justement par 10% à chaque fois, en gros par paquet de 10% de foyers imposables. Et en réalité, le taux d'imposition des premiers déciles en niveau de revenus, c'est autour de 5% sur l'ensemble des impôts directs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de monter en épingle une histoire où il n'y aurait pas assez d'impôts qui seraient payés par les milliardaires. Mais ça nous emmène où tout ça? Ça nous emmène à opposer les Français et à finalement Votre explication a été faite, Agnès Verdier-Malinier. Je voulais juste je vais vous poser une question qui est un peu embarrassante, mais est-il encore intéressant de très bien gagner sa vie en France? Michel Rumi. Si on reste au point de vue monétaire, c'est faisable. Après, la question, je ne pense pas que cette question est une question parmi tant d'autres, en fait. Parce que ça pose, est-ce qu'il fait bon vivre en France? Fiscalement. Michel, on a des jeunes qui nous écoutent et qui sont soit en prépa, soit qui passent leur bac et qui se disent, bon voilà, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui se disent, il y a un historique, il y a un narratif sur plein de gens qui ne font rien, qui touchent des allocations et qui finalement vivent pas plus mal. Donc moi j'aimerais bien savoir, en France, est-ce qu'il est intéressant voilà, ce que je disais au tout début de l'émission, tu vas bien travailler, donc tu vas pouvoir avoir une belle vie derrière. Mais la question de payer des impôts aussi veut dire qu'on gagne bien sa vie. Il y en a qui voudraient gagner plus et qui n'ont pas les moyens. C'est ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il faut se donner les moyens. Quant à l'étudiant de classe prépa, il y a aussi qu'il faut bien se rendre compte, c'est que je prends sa formation jusqu'aux classes prépa. Et puis, comme d'habitude, il va faire son stage à l'étranger, puis il va être expatrié. Pas toujours. Non, mais je prends cet exemple. C'est aussi cliché que les milliardaires. Vous allez vous faire incendier par Agnès. Non, je prends cet exemple. Mais pendant un certain temps, cet étudiant a bénéficié de certains,
on va dire, avantages on va dire, de l'enseignement supérieur. Oui, et c'est alors qu'aux États-Unis, il aurait payé $60 000 l'année. Voilà. Et c'est un autre pays qui va bénéficier, on va dire, du savoir-faire français. Donc là aussi, c'est ce qu'il faut bien voir. C'est pour ça que la question, elle est un peu biaisée. Il ne faut pas considérer uniquement ceci. C'est est-ce qu'à la limite, au moment où il veut partir, on lui présente la facture. Et là, c'est autre chose. Donc, bien vivre en France, oui, il y a des possibilités, mais il faut avoir une approche beaucoup plus globale. Moi, j'ai envie de répondre à cette question en disant, mais est-ce que notre fiscalité, est-ce que notre modèle social incite à travailler et à travailler plus ? Et j'aurais tendance à dire non. Et j'aurais tendance à dire que c'est grave. Pourquoi ? Parce que... Donc ça veut dire qu'on se limite finalement à... Mais bien sûr, beaucoup de gens font dans les indépendants une comptabilité inversée pour voir à partir de quel moment ils vont atteindre telle tranche d'imposition et que finalement il ne faudrait pas qu'ils travaillent plus. Et il y en a certains, parmi les médecins aussi, qui finalement ne travaillent pas une partie de l'année, malheureusement, parce qu'ils sont tellement taxés que finalement c'est plus tellement intéressant pour eux de travailler. Et puis après on dit, il n'y a pas assez de médecins. Mais quand vous regardez le nombre de médecins par rapport à la population, on n'est pas si mal doté. Donc il y a une fiscalité qui a des effets pervers. Les effets pervers, c'est ce qu'on a vu avec l'ISF pendant des années, ça s'est un peu amélioré, mais maintenant avec l'impôt sur la fortune immobilière, il y a d'autres effets pervers. On dit c'est la catastrophe dans le logement. Ben oui, mais bon, si on désincite à investir dans l'immobilier, si on taxe de 30 milliards de plus le foncier en France, oui, à un moment il y a un problème sur le logement. Donc on a des gros effets pervers de notre fiscalité, on a des effets pervers de notre modèle social de l'autre côté parce qu'il y a de l'optimisation sociale. Il y a plein de gens qui ont compris que finalement, en cumulant des aides sociales, en travaillant de manière non déclarée, on n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Donc nous, à la Fondation IFRAP, on propose de tenir les deux bouts de la chaîne et de dire que dans le revenu fiscal de référence, il faut intégrer les revenus des aides sociales. Parce qu'on est le pays d'Europe qui finance le plus de ménages par des aides sociales. Et avec des droits sociaux, mais en face, pas tellement de devoirs. Parce que, par exemple, vous allez au Danemark, pays quand même d'État-providence, où on a un accompagnement incroyable des chômeurs, tout ça, ça marche très très bien, mais il y a des devoirs. Le demandeur d'emploi ou celui qui a des aides sociales, qui dépose pas 2 CV par semaine, mais il va être sanctionné, y compris au bout d'un moment sur le niveau. Et pourquoi on le fait pas ? C'est une question de culture, c'est une question parce que nous, on est dans les droits, mais pas de devoirs. Donc finalement, à la fin, on a une optimisation sociale du système qui fait que, comme on a un niveau d'impôt ensuite qui est très élevé très rapidement, ça désincite à travailler. Alors, je voudrais rien que sur les systèmes, les exemples. En 30 secondes, parce qu'on manque de temps. Non, sur les exemples d'optimisation, il faut surtout dire que c'est pas généralisé. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y en a sûrement qui optimisent, mais la majorité travaille et là-dessus. L'idée aussi, c'est et je pense aussi, il y a beaucoup plus de ménages qu'ailleurs qui sont aux aides sociales, malheureusement. Je pense aussi qu'il convient de faire le lien avec la fiscalité. Souvent, on ne voit pas à quoi sert la fiscalité, et souvent, ça veut dire que, par exemple, je vois la taxe d'habitation qui a été supprimée, et on voit, en fait, tout va reporter. Sur la foncière. Sur la foncière, ça veut dire les propriétaires, et on va créer une scission dans le vivre ensemble, où concrètement on risque d'avoir par la suite une concurrence entre les villes et les territoires. Je rappelle quand même qu'on est le pays qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, que ce sont les ménages qui ont du capital qui payent une grosse partie de l'impôt supplémentaire, les successions aussi, qui sont beaucoup plus chères en France que dans les autres pays pour transmettre son entreprise notamment, et puis les entreprises de France payent plus de 100 milliards de plus d'impôts, tout compris, avec les charges, les taxes, par rapport aux autres pays. Voilà. Donc finalement on fait porter il y a encore du boulot, comme on dit, le poids du modèle social sur les propriétaires et les entrepreneurs de ce pays. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, merci à vous Michel Rumi. Sachez que demain Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous reçoit Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Donc grand rendez-vous Europe 1.